Merci Adélaïde. Écoutez, il est 9h42. Nous avons déjà 12 minutes de retard. Juste pour vous dire bonjour, je suis Mélanie Doyon, je suis professeure au département de géographie et c'est moi qui animerai la prochaine séance. Je me suis déjà permis d'animer un peu la fin de la séance de questions de Léla. On aura aujourd'hui trois présentations, une de Cécile Collinge, une de Laurence Croteau, puis une de Mamé Salam B. Je ne sais pas si je dis correctement B. Peut-être peut-on me reprendre si ce n'est pas le cas. Ça doit être le cas, vu qu'il n'y a il y a pas de bruit. Ben, Donc, trois présentations. Léla, peux-tu me confirmer que c'était 15 minutes chaque présentation? Oui, 15 minutes chaque présentation et 15 minutes de questions et réponses. À la fin. OK, parfait. Ben, écoutez, je serai intraitable avec mon chronomètre en main. Donc, la première qui va présenter aujourd'hui, Cécile Collinge, les effets du vivirbienne sur les femmes et si on renversait la question. Donc, Cécile, je te laisse la parole, 15 minutes pour merci. toi. Merci. Est-ce que tu peux me dire 2 minutes avant la fin? Oui, est-ce que tu me vois dans ton Non, je veux écran? que Je vais tu me te le faire dises. signe. Je voudrais Oui, que tu ben, je me le dises, parlerai. parce que sinon, je ne vois pas, je vois trop de choses. Ça, un peu, là. OK. Est-ce que vous... Non. Est-ce que vous pouvez me dire que vous voyez bien plein écran? Oui. Oui. Oui, OK, parfait, merci. Alors, bonjour, je termine un doctorat sur les femmes indigènes en Bolivie et au moment où il fallait faire une proposition pour cette journée de recherche, j'en étais à répondre à ma question de recherche puis je trouvais la réponse plutôt décevante. Hein? Alors, un peu comme disait Leïla, il faut être un peu dans les nuances puis dans les autres questions. Alors, comme on est dans une journée d'études, j'ose puis je me permets ceci et si on renversait la question principale de recherche? Sur un territoire qui équivaut aux 2 tiers de la superficie du Québec, la Bolivie compte 11,5 millions d'habitants et sa capitale est La Paz. La Bolivie est un pays à forte majorité indigène. Il y a 36 peuples indigènes en Bolivie. Les Aymara comptent pour 25 de la population. J'ai mis sur la carte un ovale rouge, c'est le lieu où habitent les femmes que j'étudie. En fait, j'étudie des femmes Aymara d'origine paysanne qui ont déménagé, qui ont migré dans l'agglomération de La Paz et l'Alto, tout en conservant un terrain agricole dans leur communauté indigène d'origine dans le département de La Paz. Donc, elles ont 2 maisons, elles sont urbaines et rurales, les femmes que j'étudie. La Bolivie est devenue un pays indépendant en 1825, mais c'est seulement en 2006 qu'elle a élu son premier président indigène, qui est aussi indigéniste, Evo Morales, qui est du parti Mouvement vers le socialisme, donc un parti de gauche. Là, je fais un petit aparté. Entre octobre 2019 et octobre 2020, la Bolivie a vécu une grave crise politique à laquelle se sont ajoutées une crise économique, puis avec la COVID, une crise sanitaire. Depuis octobre dernier, la Bolivie a un nouveau président qui s'appelle Luis Arce et qui est aussi du même parti, le MAS. Maintenant, moi, ce n'est pas ce que j'étudie. J'étudie l'époque d'Evo Morales, qui a été président de 2006 à 2019. Territoire colonisé par l'Espagne, puis toujours majoritairement indigène, la Bolivie est constituée de 2 matrices civilisationnelles complètement différentes, la matrice occidentale et la matrice indigène, puis c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, on va faire une comparaison entre les 2 systèmes. Alors, nous vivons dans le système occidental, puis eux, pas tous eux, on va voir après, en fait, le système indigène, on appelle ça le vivirbienne, c'est les modes de vie indigènes. Alors, dans le système occidental, le système est basé sur la modernité, sur le fait urbain, alors que le système indigène est traditionnel et rural. Le système occidental est anthropocentriste, c'est-à-dire centré sur l'être humain, alors que le vivirbienne est socio-biocentriste, c'est-à-dire centré sur la vie et sur les relations. Alors que le système occidental valorise l'universalisme, la raison et que c'est un système individualiste, le système du vivirbienne, au centre de ça, c'est la Pachamama qui est la terre-mère, puis il valorise l'affection, les relations, la communauté. Quand on parle de communauté là-bas, ce qu'on appelle la liu, c'est pas seulement un petit village de personnes, ce sont aussi la nature, le sous-sol, les esprits, les montagnes, c'est très important, les montagnes en Bolivie. Donc, c'est vraiment une autre relation que l'individualisme. Nous vivons dans un système de démocratie représentative où les droits humains sont fondamentaux, alors qu'ils vivent dans une démocratie communautaire où ce sont plutôt les devoirs et les responsabilités qui sont à la base de cette démocratie. Dans notre quotidien, pour nous, l'espace et le temps sont 2 choses différentes. Le temps est rectiligne, passé, présent, futur, alors que pour eux, l'espace-temps, c'est un tout cyclique comme la vie.
Pour nous, le travail, c'est une obligation et vivre les vacances, alors que pour eux, travailler, c'est nourrir la vie et c'est festif. Dans les rapports de genre, nous aspirons à l'égalité entre les femmes et les hommes, alors qu'ils vivent la complémentarité entre les sexes. Nous vivons dans un monde capitaliste, néolibéraliste, où les intérêts et l'accumulation sont importants, alors que dans le vivre bien, les valeurs sont la solidarité, l'équité, la responsabilité et la réciprocité. Maintenant, il faut voir qu'en Bolivie, il n'y a plus personne qui vit juste dans le vivre bien. En fait, les deux systèmes sont imbriqués, ça s'articule dans ce pays-là et il peut y avoir des gens plus occidentalisés, plus urbains, d'autres plus indigènes, mais disons que la Bolivie est avec ces deux systèmes-là. À l'époque d'Evo Morales, l'époque que j'étudie, il y a un gros paradoxe. La Bolivie est à la fois plus urbaine et plus rurale. Il y a une urbanisation intense en Bolivie. En une quarantaine d'années, la population urbaine est passée de 40 à 70 %. Sur la photo du haut que vous voyez, c'est La Paz. La Paz, c'est la capitale. C'est dans un trou, dans une cuvette, dans une vallée très profonde. Alors, il n'y a pas de place pour s'agrandir à La Paz. Ils ont beau faire des gratte-ciels, les gens les plus pauvres habitent sur les parois très abruptes de la ville, mais il n'y a pas de place. Alors, ce qui grandit, c'est la banlieue. La banlieue, c'est la photo du bas, c'est El Alto. Alors, dans les années 60, au milieu des années 60, il y avait à peu près 25 000 habitants à El Alto, puis maintenant, ils sont à plus de 1 million d'habitants. Donc, plus d'urbains. Par ailleurs, en étant indigéniste, en valorisant le vivre bien, le gouvernement valorise aussi la paysannerie. Donc, on est à la fois avec plus d'urbains et plus de rural. Il y a des transformations politiques et sociales importantes en Bolivie sous l'époque d'Evo Morales. Tout d'abord, la Bolivie s'est dotée d'une nouvelle constitution qui comprend les deux systèmes. Un système démocratique, juridique, économique et d'organisation sociale occidentale et la même chose, un système démocratique, juridique, économique et d'organisation sociale indigène. Le pays est extractiviste, c'est-à-dire que le gouvernement obtient des devises en exportant du gaz naturel, des minerais, du soja, et ça lui permet de faire des programmes sociaux puis de construction. Alors donc, on est dans un paradoxe avec un discours du vivre bien puis une application capitaliste et développementaliste. Alors, voici ma question de recherche. Quel effet les transformations politiques et sociales indigénistes appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales, quel effet ces transformations ont-elles sur les femmes indigènes, les femmes d'origine aymara qui ont un mode de vie hybride urbain et rural? Puis j'étudie ça en ce qui concerne leur habité, leur subsistance et leur pouvoir d'agir. Alors, voici mon cadre conceptuel. Au milieu, il y a les femmes au mode de vie hybride, les femmes urbaines rurales. Alors, tout à fait en haut, vous voyez la Bolivie qui est à l'articulation de la cosmovision occidentale et de la cosmovision indigène. À l'époque que j'étudie, cette époque-là est à l'articulation de l'urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans. Puis, les femmes que j'étudie sont à l'articulation de la ville et de la communauté rurale. Puis, je les étudie selon l'habité, la subsistance et le pouvoir d'agir. Pour faire ça, j'utilise la géographie féministe qui étudie les inégalités spatiales de genre. Pour les géographes féministes, le patriarcat utilise l'espace pour se consolider et en plus des différentes échelles qu'on étudie normalement en géographie, on doit étudier l'échelle de la vie des femmes qui est souvent la sphère privée, le corps des femmes comme territoire et l'espace domestique. Par ailleurs, les géographes féministes considèrent qu'on doit absolument étudier l'intersectionnalité des différents rapports de pouvoir, les rapports de genre, mais aussi les rapports de race et d'ethnie, les rapports de classe, les rapports de sexualité. Alors, pour ça, pour la méthodologie que j'ai utilisée, j'ai fait 55 entrevues à la fin 2018 et au début 2019. J'ai rencontré 39 Boliviennes urbaines rurales, qui sont le sujet de mon étude, et 16 expertes, c'est-à-dire des députés, des dirigeantes de groupes de femmes, des professeurs d'université et des intervenantes de terrain. Alors, je vous ai remis la question de recherche et le cadre conceptuel. Je vais parler de quelques petits résultats rapides. Concernant l'habité, les Boliviennes préfèrent la campagne, mais elles continuent d'habiter en ville. Concernant la subsistance, elles ont besoin des deux lieux pour assurer leur subsistance parce que ni la ville ni la campagne ne leur permettent de vivre tout simplement. Concernant leur pouvoir d'agir, elles ont acquis beaucoup de savoir-faire à la campagne, mais par contre, en ville, elles en ont rajouté d'autres savoir-faire. Alors, concernant les transformations indigénistes de cette époque-là, il y a une baisse très importante de la discrimination envers les indigènes, une discrimination qui affectait particulièrement les femmes aymara. Alors, le gouvernement a adopté des programmes sociaux, des programmes de construction à la campagne. D'ailleurs, si vous voyez la photo d'en haut, c'est une toilette à la campagne et le gouvernement, entre autres, fournit beaucoup d'argent pour donner des latrines comme ça à la campagne. En bas, vous voyez, c'est le téléphérique qui rejoint La Paz à El Alto. Alors, c'est pas pour les touristes, c'est un système de transport en commun. Quand j'y étais, il y avait déjà 8 lignes de téléphérique qui a commencé en 2014, puis ils en construisaient d'autres. Alors, donc, le vivre bien est axé sur la ruralité, mais en même temps, la Bolivie vit une forte urbanisation, donc encore le paradoxe de tout à l'heure.
Alors, qu'en pensent les femmes? On va prendre les plus, les moins et tout ça. Alors, je vais vous citer plusieurs extraits des entrevues que j'ai faites avec les femmes en Bolivie. Mais avant tout, je vous présente la photo d'en haut. C'est une photo qui aurait été impossible il y a 20 ans. C'est une députée et elle est photographiée devant le Parlement. Alors, ça aurait été impossible. Une députée comme ça aurait été impossible et photographier là, ça aurait été aussi impossible. Alors, je vais d'abord vous citer une femme de ménage de 48 ans. Elle dit, avant, nous, les señoras de Poyeras. Señoras de Poyeras, c'est comme ça qu'elles s'appellent, les femmes indigènes qui portent la grande jupe. Donc, avant, nous étions bien discriminés. Nous ne pouvions pas entrer au Parlement, même pas marcher sur le trottoir en face du Parlement. Maintenant, il n'y a plus d'inégalité. Oui, je l'ai vu. Avant, tu ne pouvais pas aller à l'université habillée en cholita. Tu devais mettre un pantalon. Maintenant, il y a plus de liberté pour étudier, même habillée de pollera. Les femmes apprécient l'amélioration dans les campagnes. Alors, je vous cite 3 femmes. Avant, les routes de mon village, il n'y avait pas d'issue, pas d'asphalte. Le transport était long. Maintenant, c'est plus facile. Dans les campagnes, des écoles ont été aménagées de sorte que les enfants apprennent aussi là-bas. Avec les gouvernements précédents, il n'y avait pas ça. Maintenant, à la campagne, ils ont de l'eau potable, des toilettes, de l'électricité, tout ça. Evo nous a donné des tracteurs. Avant, on n'avait pas de tracteurs. Il nous a donné des semences, des moutons et des fermes d'élevage de cochons d'Inde. Le cochon d'Inde, ça se mange là-bas et c'est d'ailleurs délicieux. Alors, les moins, manque de services. Une femme nous dit, je voudrais que Evo Morales nous construise un hôpital pour les Boliviens, pour le cerveau. Mon fils souffre de la tête. À la place, il nous construit des terrains de soccer qui ne servent pas. Nous avons besoin d'hôpitaux, pas de terrains de soccer. Je ne suis pas d'accord avec ces terrains de soccer. En fait, la photo du haut, vous voyez un terrain de soccer, ils sont faits en gazon synthétique, puis pour pas les abîmer, ben, on empêche les gens de les utiliser. Là, il y a des gens sur cette photo-là, mais c'est souvent ça. En plus de ça, les terrains de soccer, c'est utilisé beaucoup plus par les hommes que par les femmes. Concernant il y a beaucoup de précarité économique et de travail informel. Alors, je cite, « Des fois, je peux faire des chuños, c'est-à-dire des pommes de terre déshydratées, pour les vendre si nécessaire. L'an dernier, j'en ai vendu parce que j'avais besoin d'argent. Mais je ne cultive pas pour vendre, seulement si j'ai besoin. Je n'ai pas de poste fixe. Les dirigeants des férias te chargent quand tu vends. » Alors, sur la photo d'en bas, vous voyez justement une feria dans une rue de El Alto. À gauche, vous voyez des femmes bien organisées avec des tables, des chaises, des parasols, des petits bancs, des parasols. Par contre, vous voyez à droite une photo, une femme qui est assise à terre. Et moi, je ne connais pas cette femme-là, elle ne fait pas partie de mon échantillon, mais elle pourrait. Et puis, elle vend quelques fruits, puis c'est tout. Alors, plusieurs des femmes que j'ai rencontrées font se vendre quelques fois par année juste pour avoir un peu d'argent. C'est ce que j'appelle l'informel de l'informel. Une autre nous dit, je voudrais un emploi sûr parce qu'il y a beaucoup de chômage chez les jeunes. Ça fait que les jeunes renoncent et vont dans d'autres pays, comme le Chili, le Brésil, l'Argentine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Alors, il y a aussi des craintes et des déceptions, entre autres la violence envers les femmes. La photo du haut, c'est une affiche qui indique aux femmes c'est quoi les étapes qu'elles doivent suivre si elles sont victimes de violence. Alors, une dirigeante d'un conseil de quartier de El Alto nous dit, en Bolivie, le machisme est horrible. Il y a énormément de féminicides, surtout à El Alto. C'est que maintenant, la femme étudie. Le gouvernement donne des opportunités pour étudier. Alors, les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils sont jaloux, extrêmement jaloux, et ils commencent à assassiner leurs femmes. Il y a d'autres femmes qui disent que le vivre bien, c'est un discours creux. Alors, la réalité d'aujourd'hui n'a rien à voir avec les us et coutumes que j'ai appris de mes grands-parents. Le travail de la terre, le respect du bétail, vivre bien avec la nature, avec les êtres humains, avec la société, non. Ça n'existe pas le vivre bien en Bolivie. C'est juste des mots. Une troisième, une jeune femme très urbaine, a peur de perdre les us et coutumes indigènes. Alors, elle demande, pour mon peuple, je voudrais une université dans mon village. Les us et coutumes de mon peuple se perdent parce que les jeunes émigrent en ville. Et je ne veux pas que les us et coutumes de mon peuple se perdent. L'université, ce serait en langue aymara. J'aimerais que dans chaque village, il y ait une université où les personnes âgées enseigneraient aux jeunes comment étaient les us et coutumes avant pour ne pas que nous les perdions. Alors, c'est un peu naïf comme demande, mais en même temps, c'est très significatif. Alors, si on renversait la question de recherche, on constate que l'effet du vivre bien n'est pas très, très fameux sur les femmes, à part le fait qu'il y a moins de discrimination, qui est quand même quelque chose d'important. Alors, si on se demandait, et qu'est-ce que les femmes apportent au vivre bien? Bien, les femmes font beaucoup d'activités en lien avec le vivre bien. Alors, concernant la sphère productive, celle de la sphère des productions agricoles et l'élevage, elles utilisent des méthodes de production en accord avec les savoirs indigènes et le travail est organisé selon des valeurs de réciprocité. Concernant la sphère reproductive, alors, au plan selon les rôles traditionnels, les femmes sont les représentants de la Pachamama, puis elles réalisent des tâches en relation avec la vie, comme les soins à la maisonnée aux personnes ou tout ça. Maintenant, en tant que féministe, je ne suis pas en train de dire que j'approuve ou je désapprouve ça. Là. Je suis en train juste de dire que je constate ça.
Au plan de la sphère collective, je vous ai parlé tout à l'heure de la démocratie communautaire basée sur les devoirs et les responsabilités. Les femmes doivent et participent à des réunions mensuelles, contribuent à des travaux communautaires comme réparer l'école, empierrer un chemin, nettoyer les cochonneries qui traînent, tout ça, participer aux festivités, assumer des charges de responsabilité envers la communauté rurale ou le quartier urbain. Tout ce travail-là est gratuit et très souvent invisible. Depuis, ce sont des savoirs qui sont non reconnus. Alors, en guise de conclusion, je vous dis que le vivre bien, il s'inscrit dans le système capitaliste dominant. C'est ce que la sociologue bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui appelle le colonialisme interne, puis elle dit qu'il est patriarcal. Les Boliviennes affectionnent le vivre bien, mais elles sont déçues de son application par le gouvernement. Les Boliviennes urbaines rurales contribuent plus au vivre bien que l'inverse. Alors, selon le sociologue Boaventura de Sousa Santos, l'occidentalocentrisme et l'endocentrisme dominant font que la contribution des femmes indigènes est invisibilisée, puis je suis tout à fait d'accord avec c'est exactement ce que je constate. Alors, selon la sociologue Silvia Vega Ugalde, on a besoin d'un débat sur les relations de genre dans le vivre bien, puis je considère que c'est aussi vrai d'après ce que j'ai pu voir. Puis les Boliviennes aspirent à un vrai vivre bien, puis elles ont des choses pertinentes à nous dire et à nous apprendre, donc c'est important de les écouter. Alors là-dessus, je remercie le FRQSC et l'UQAM pour les bourses de doctorat qu'ils m'ont octroyées. Je remercie les Boliviennes que j'ai rencontrées, puis je vous remercie de votre attention. J'ai fini. Merci, Cécile. Très disciplinée, ouais, 14 minutes 32. Est-ce qu'il y aurait des petites questions de précision à ce stade-ci pour Cécile? Mais vraiment juste de précision parce qu'on aura une séance de discussion à la fin du 45 minutes, pardon. Pas de demande de précision pour Cécile. Voilà, tu étais extrêmement claire, Cécile. C'était très intéressant. Peut-être Mélanie, oui, une question. Peut-être expliquer la You, Cécile, auquel tu fais référence. La You, c'est la communauté, mais en fait, je l'ai probablement dit trop vite, c'est la communauté, c'est vraiment la base de la société là-bas. C'est-à-dire que, bon, nous, on est beaucoup basé sur l'individu. Bon, eux autres aussi, évidemment, ils ont des individus, mais l'unité fondamentale, c'est le couple, mais c'est la famille après. Mais la Liu, c'est la communauté. C'est une communauté qui implique comme un petit village, peut-être 200 personnes, quelque chose comme ça, mais ça implique aussi tout l'environnement. Les indigènes appartiennent à la Pachamama, appartiennent à la terre. Alors, le sous-sol, les montagnes, c'est très important, les animaux, tout ça, tous les ancêtres, les esprits. Les ancêtres, il faut voir qu'ils sont encore en vie, les ancêtres. Ils sont morts, mais ils sont encore en vie et on les interpelle. Alors, c'est vraiment, c'est un ensemble de liens où toutes ces choses-là sont reliées. Donc, ce n'est pas uniquement des personnes et c'est la lieu. Pour ça, c'est un terme qu'on ne peut pas traduire. La traduction de communauté, c'est une traduction faible, je dirais. Question, Laurie. Ben, c'est ça, je ne savais pas si c'était une question de précision, mais en tout cas, je vais la poser quand même. Au pire, la réponse pourra venir plus tard. Ben, merci, Cécile. C'était vraiment dynamique puis intéressant. Puis ça nous transporte ailleurs. Ça fait du bien. Donc, merci beaucoup. Moi, ma question, en fait, elle m'est venue au tout début de la présentation, lorsque vous annoncez que vous travaillez sur les femmes. Et bon, c'est peut-être une question plus méthodologique, mais dans une perspective postcoloniale, dans une perspective aussi de travaux avec les communautés autochtones, à quel point vous travaillez avec ces femmes-là? En fait, j'aurais dû dire avec, mais en même temps, j'ai quand même, il y a quand même une limite à ce que j'ai fait, dans le sens que j'ai fait des entrevues avec ces femmes-là et j'ai fait juste ça, dans le sens que je n'ai pas vécu avec elles. La Bolivie, c'est un pays que je connais bien, où je suis allée déjà une dizaine de fois depuis une quarantaine d'années, là, mais j'ai quand même pas travaillé avec ces femmes-là. Donc, je dirais plutôt que j'étudie les femmes plutôt que d'étudier sur ces femmes-là. Là. Mais effectivement, c'est peut-être mal dit. Il faut que je m'organise pour le dire autrement.
Mais comme dans la formulation des objectifs, des questions de recherche, est-ce qu'il y a eu un pré-terrain ou est-ce que vous avez identifié, c'est vraiment venu avec les résultats? Ben, c'est juste une question, là, je dis En pas que fait, c'est bien ou j'ai pas mal. fait de pré-terrain, mais j'avais fait une maîtrise sur la situation des paysannes en Bolivie avec Stéphane Bernard. Et en sortant de ma maîtrise, il y avait beaucoup de questions qui me venaient, entre autres, sur le lien des paysannes avec la communauté. Les textes me disaient que, justement, avec la LIU, là, que la communauté, c'est la base de tout. Puis, si je devais traduire de l'Aymara au québécois, là, les paysannes me disaient la communauté, c'est un paquet de troubles, puis on s'en tient le plus loin possible. Alors, je me disais, OK, il faut que j'essaie d'approfondir un petit peu cette situation-là. Puis, comme j'étudie en études urbaines, j'ai pas étudié juste des paysannes, j'ai étudié des paysannes qui étaient arrivées en ville. Donc, c'est un petit peu ça. Mais non, j'ai pas, mes questions, je les ai construites sans les femmes là-bas. Même si je peux dire que je connais quand même beaucoup de femmes là-bas, en dehors des femmes de mon étude, puis que j'avais quand même eu des discussions avec elles, mais je ne les ai pas construites avec elles. Ah non, c'est fort intéressant. En tout cas, surtout aussi cette relation-là, ville-campagne, par l'entremise de la mobilité, puis les rapports aux deux milieux de vie. C'est fort intéressant, mais merci encore. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Écoutez, on va passer tout de suite à notre deuxième présentatrice qui est, oui, Laurence Croteau, j'ai imprimé. Donc, il va nous parler des initiatives locales pour une meilleure gestion des déchets à Bocas del Toro, au Panama. Donc, Laurence, je te cède la parole. Parfait, je partage l'écran. Excellent. Alors, je me présente, Laurence. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter l'avancée de mes travaux dans le cadre de ma maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Donc, tout d'abord, mon terrain de recherche, Bocas del Toro, petit archipel dans les Caraïbes, au large du Panama, où on retrouve plages magnifiques, jungles luxuriantes et récifs coralliens. L'archipel a connu vraiment un développement touristique majeur et incontrôlé les 30 dernières années. Ça a eu des impacts sociaux et environnementaux assez importants. L'une des manifestations les plus visibles est certainement une production de déchets plus grande que la capacité de gestion. Dans les points criants de cette malgestion-là, eh bien, on retrouve certainement le manque d'infrastructures et de financement. Le fait que ce soit un territoire insulaire, eh bien, ça le rend un peu plus vulnérable. L'accès aux infrastructures du Panama continental est non seulement difficile, mais aussi dispendieux parce qu'il faut calculer une charge supplémentaire pour le transport. Bref, tout ce qui entre sur les îles reste sur les îles et puis est géré directement sur les îles. Donc, en ce moment, il n'y a qu'un seul site œuvrant comme décharge à ciel ouvert, un site qui est privé d'ailleurs. Puis, en plus de ne pas avoir d'horaire régulier, la privatisation de la collecte des déchets puis son coût élevé ne représente pas nécessairement la réalité économique d'une partie de la population. Il faut calculer 1,50 $ par sac poubelle qui est collecté directement sur l'île principale, alors que sur les îles environnantes, mais qui restent principales, on parle de 3 $ et plus. Puis, il n'y a vraiment aucun service qui est proposé pour les communautés vivant en périphérie des îles principales, communautés qui vivent un peu plus aussi dans la précarité économique. Donc, sachant que le salaire minimum tourne autour de 2,50 $, 3 $ de l'heure en fonction du domaine, la difficulté économique, mais aussi les défis de logistique, de disposer de ces déchets de manière la plus responsable possible, vient aussi accentuer l'effet de problèmes d'une mauvaise gestion. Les déchets peuvent être jetés à la mer, dans les mangroves, dans la jungle ou encore simplement brûlés. Ça polarise les différentes communautés de la population de l'archipel et puis ça provoque une injustice sociale et environnementale. C'est donc ainsi qu'il y a plusieurs initiatives locales de protection environnementale qui ont vu le jour sur l'archipel. Je crois qu'on peut considérer ces initiatives-là comme des propositions citoyennes en réponse à des problèmes provoqués par l'industrie touristique. L'objectif principal de mon projet de recherche, c'est vraiment de voir quelles sont ces propositions, puis quels en sont les effets sur la collectivité de Bocas del Toro. Donc, en gros, est-ce que le développement de capacités collectives a vraiment permis le passage de simples initiatives vers l'innovation sociale?
Donc, j'ai sélectionné 3 initiatives qui se distinguent par leurs différentes approches face à la gestion des déchets de l'archipel. Il y a Unidos por Bocas, qui se penche sur le développement d'infrastructures et puis sur l'accessibilité à tous. Zero Basura, qui mise vraiment sur la réduction à la source. Et puis Bocas Limpia, qui propose des activités de nettoyage. Afin de répondre à mes questions de recherche, j'ai effectué 14 entrevues semi-dirigées. Ça n'a pas été facile. Comme je suis arrivée au Panama le 1er mars 2020, donc la crise sanitaire mondiale a éclaté en 2 semaines après mon arrivée. Donc, j'ai dû mettre mes activités de recherche sur pause pendant plusieurs mois. J'ai tout de même réussi à rencontrer tous les individus clés des initiatives que j'avais sélectionnées. Ces entrevues-là m'ont d'ailleurs permis vraiment d'identifier les motivations intrinsèques des participants derrière les initiatives, comment elles ont été créées, puis comment elles fonctionnent maintenant. Puis, d'un autre côté, ma revue de littérature a vraiment mis en évidence le contexte socio-territorial de l'archipel, puis son historique de développement et d'occupation. Alors, un petit peu de contexte. D'ailleurs, historiquement, on remarque un certain détachement de l'État face à l'archipel en termes de politique, de réglementation et puis de services sociaux. Pour la gestion des déchets, eh bien, ça se transpose sur le manque d'infrastructures, mais aussi sur l'absence d'un plan de gestion réel. Je pense que pour bien comprendre, il faut remonter un peu l'historique d'occupation de l'archipel. Depuis plus d'un siècle, eh bien, Bocas del Toro a été sous l'emprise d'influences coloniales, ce qui a créé une certaine indépendance économique face à la nation. Ces présences étrangères-là dominantes ont vraiment forgé les changements socio-territoriaux, mais aussi ont créé la distinction des groupes qui occupent présentement le territoire. Il y a d'abord eu le règne de la United Fruit Company pour la production de bananes, où travaillaient principalement Afro-Antillais et personnes du groupe indigène Nabé. Bien que les conditions s'apparentaient quand même à l'esclavagisme très difficile, la United Fruit Company a permis le premier rapport de service tout en exerçant un certain contrôle sur la population. Donc, on note par exemple l'apparition de l'électricité, de l'eau courante, la construction du premier hôpital et puis de la première école. Lors du déclin de cette industrie-là, Nabé et Afro-Antillais ont persisté d'occuper le territoire, jusqu'à maintenant d'ailleurs. C'est un peu contradictoire maintenant que la multiculturalité fait partie des points importants dans la promotion du tourisme à Bocas del Toro, mais on ne peut pas nier les inégalités qu'ont subies ces groupes grandement marginalisés. Alors que le Panama est en plein essor économique avec le canal, ce sont les communautés qui sont principalement latinos qui ont profité réellement des retombées économiques. Donc, pendant une 50aine d'années, très peu s'est produit sur les îles de Bocas del Toro, principalement un retour aux activités de subsistance où les résidents se sont adaptés aux changements économiques. Le prochain tournant du boom économique, c'est vraiment en 90, où les compagnies immobilières transnationales, tout ça encouragé par le programme de développement touristique national du Panama, sont à la base d'une énorme vague de migration des gens des pays du Nord, donc principalement américains et européens. On parle de retraités, de gens à la recherche d'un autre style de vie ou voyant l'opportunité économique avec le potentiel tourisme des îles. Avec ces nouveaux arrivants-là qui représentent tout de même près de 20% de la population actuelle, le développement touristique fut vraiment très rapide. Puis, encore une fois, on assiste à un développement qui se produisit à partir d'un capital étranger sans que l'État y soit réellement impliqué et puis sans que la plus grande part des profits soit redistribuée localement. Ça avantage grandement les nouveaux migrants du Nord en comparaison aux offres touristiques des natifs au tout début. Les politiques environnementales ont été quand même assez minimes. Il y a beaucoup de corruption. Et puis, les infrastructures nécessaires à un apport massif de touristes sur les îles n'ont comme pas été développées en parallèle. Je crois que la pandémie mondiale vient aussi un petit peu confirmer ce détachement-là de l'État face à Bocas del Toro. L'aide a été presque inexistante, ou du moins vraiment insuffisante pour répondre aux besoins essentiels de plusieurs, mais surtout pas adaptée à la réalité des îles où l'accessibilité peut être difficile. Je pense que ça vient aussi mettre en évidence cette nouvelle dépendance-là au tourisme sur leur plan économique. Mais toutefois, pour en avoir été témoin, j'ai trouvé que l'entraide entre les différentes communautés et classes sociales de l'archipel a vraiment été remarquable.
pendant la pandémie. Je donne par exemple Unidos por Bocas, qui est une des initiatives que j'ai mis à l'étude. Vraiment a mis ses activités de gestion des déchets de côté pendant la pandémie pour vraiment se pencher sur assurer la sécurité alimentaire des plus démunis, donc en faisant des distributions régulières de nourriture et qui n'étaient pas seulement les sacs de riz qui étaient fournis par le gouvernement national, par exemple. Sinon, Unidos por Bocas, c'est une association citoyenne 100% volontaire qui regroupe des natifs de l'archipel autant que des migrants. Sur le plan financement, ce sont les dons qui représentent la plus grande part de leur financement, mais ils ont aussi fait quelques activités pour récolter des fonds. Donc, par exemple, la création d'un marché gastronomique et d'artisanat, un ballon blanc et puis la vente de calendriers. Ils communiquent les idées de projets et puis invitent les gens à participer aux appels à propositions. Leur accomplissement le plus grand, c'est définitivement l'installation d'une centaine de poubelles publiques sur l'île principale, comme vous voyez sur l'image ici. Avant, il n'y avait vraiment aucun endroit où disposer de ces petits déchets, puis on voyait beaucoup plus de pollution dans les rues et autour du parc central. Le concept est ingénieux. Donc, pour financer la collecte, ces poubelles sont parrainées. Ça peut être par des commerces, par des particuliers ou encore même par les touristes. C'est 100 $ pour l'année. Non seulement ça assure la collecte, sur le dessus, on appose soit une publicité du commerce ou encore un petit mot de la personne qui parraine. Ils ont également un projet ambitieux en vue pour 2021, un centre de recyclage directement sur l'île principale. Ils ont déjà les fonds, puis un terrain qui a été donné pour la cause. Donc, il ne reste plus qu'à attendre que la crise sanitaire s'essouffle un peu pour que le projet reprenne vraiment. Donc, prévu pour 2021, il devrait être possible de recycler plastique, verre et aluminium. Sinon, en seconde initiative, j'ai Zero Basura, qui est un collectif regroupant ONG, organismes locaux ainsi que la municipalité. C'est un groupe qui a vraiment une grande force organisationnelle puisqu'il réunit des gens d'expertise qui ont l'habitude de travailler en organisation aussi. Lors de leurs réunions hebdomadaires, parfois mensuelles aussi, ils discutent des possibles actions pour une réduction des déchets solides directement à la source, mais vraiment en se concentrant sur le plastique. Donc, ensemble, ils forment une commission de réduction des déchets solides sur l'archipel. En 2017, ils ont fait passer une loi pour bannir les sacs de plastique. Ils ont eu 1 an pour faire un travail colossal de sensibilisation et d'éducation avant que la loi soit effective en 2018. Ça a été un grand succès. Les gens perplexes au départ se sont vraiment bien adaptés. C'est respecté également dans les commerces. Ça a d'ailleurs inspiré le gouvernement national qui a étendu la loi sur l'ensemble du pays par la suite. En 2019 est passée une autre loi, celle-ci pour bannir les contenants de styromousse pour emporter, puis les autres plastiques à usage unique comme les gobelets en plastique, les pailles, ustensiles en plastique aussi. Malheureusement, cette loi-là n'a pas été appliquée aussi dûment que la première. Il y a eu une petite réduction, certes, mais les plastiques à usage unique restent encore abondants sur l'archipel. Selon moi, il est à blâmer le manque d'alternatives abordables, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas eu cette période de sensibilisation-là, comme ça a été le cas avec les sacs de plastique. Finalement, Bocas Limpia, qui s'est ajouté à ma liste d'initiatives, puisque j'ai participé à plusieurs de leurs activités de nettoyage et de plantation. C'est une initiative qui est toute récente, qui est née pendant la pandémie. C'est une initiative qui est beaucoup plus dans l'action, où il n'y a pas vraiment de réunion. Donc, les organisateurs décident de l'endroit et de l'heure d'une activité de nettoyage, en font la promotion plusieurs jours à l'avance sur leurs différentes pages sur les réseaux sociaux, puis ils lancent l'appel à la participation des gens. C'est en moyenne autour d'une 15aine de personnes qui répondent à l'appel à chaque fois. Et puis, les gens qui sont derrière Bocas Limpia participent aussi activement à la conservation des récifs coralliens de l'archipel. Les fondateurs sont tous des plongeurs expérimentés qui travaillent au centre de plongée Bocas Dive Center, qui est un centre de plongée qui est quand même assez reconnu sur l'archipel, principalement pour ses plongées nettoyage gratuites, autant pour les natifs de l'archipel que pour les touristes. Donc, faute de pouvoir plonger en temps de pandémie, ils se sont dit que le nettoyage des plages peut quand même réduire la quantité
de déchets qui se retrouvent à la mer. Puis, Bocas Limpia a aussi l'intention de poursuivre ses activités de nettoyage, même lorsque le tourisme reprendra plus belle. Voudrait d'ailleurs trouver des moyens aussi d'inclure les touristes à leurs activités et risque d'utiliser le Bocas Dive Center comme plateforme pour communiquer leurs activités. Donc, en conclusion, on peut dire que ces initiatives locales-là viennent reconnecter les citoyens puis leur milieu de vie en mettant en évidence la valeur de la préservation de sa beauté naturelle. C'est la grande force de l'attractivité touristique de l'archipel. Ça représente aussi son pilier économique. Malgré que l'analyse de mes résultats soit encore précaire pour affirmer que ces initiatives-là s'inscrivent vraiment dans des processus d'innovation sociale, je peux dire qu'elles se démarquent par l'accomplissement de plusieurs projets requérant une grande créativité, une force organisationnelle solide et puis la vision commune d'un avenir désirable. Donc, c'est à l'heure où j'en suis dans mon analyse. Donc, comment je peux mettre en évidence le passage de simples initiatives vers l'innovation sociale, puis quels sont les marqueurs d'identification que je pourrais par la suite développer. Merci Laurence. On voit qu'il y en a qui l'ont plus que d'autres pour se trouver des terrains de recherche. Donc, bravo pour le choix. Cécile aussi, une mention très honorable à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions de précision pour Laurence? Moi, j'en ai une. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui étais inattentive. Il y a combien de personnes qui habitent à Bocas? Attendez. C'est 6 000 habitants. 6 000, OK. Puis combien de touristes environ par année? Excusez-moi? Ah, excuse-moi. 6 000 habitants sur l'archipel au complet? Oui, exactement, parce que Bocas de Toro, c'est aussi une province où il y a quand même une partie continentale, mais si on parle des îles, vraiment, c'est autour de 6 000 habitants. OK. Puis combien de touristes environ par année? 50 000 et plus. Ah, OK. Bon. Merci. C'est ce que je voulais mettre en perspective un peu, tout ça, finalement. D'autres questions pour Laurence? De toute façon, des questions de précision, on aura la période de questions, comme je vous rappelle, à la fin. Si c'est beau pour vous, on va passer à la troisième présentation. Merci beaucoup, Laurence. C'était super intéressant. Puis ça fera peut-être une destination de vacances éventuellement. Donc, en 2026. Pardon? En 2026. Ouais, je vais attendre un peu, mais bon, je vais rêver en attendant. Donc, Mamé Salah Mbaye, il y a un E à l'écran qui n'y a pas sur la feuille, donc je suppose que c'est Mbaye. Donc, le rôle du territoire et des institutions universitaires dans l'intégration et la rétention des professeurs étrangers en région, c'est pour Marco Alberio, tout ça. Donc, voilà, je te cède la parole. Comment peut-on retenir Marco à Rimouski? Merci beaucoup, Mélanie. Alors, je me présente, je m'appelle Mam Salah Mbaye. Je suis postdoctorant à l'Université du Québec à Rimouski et je travaille actuellement sur la question de la conciliation entre travail, vie personnelle et vie familiale chez les chercheurs qui sont établis en région, les chercheurs étrangers. Donc, c'est un projet en fait qui a été financé en partie par le METAX et l'Association internationale des études québécoises et l'association Promis. Donc, c'est un projet qui est dirigé par le professeur Marco Alberio. Donc, la communication que je vais faire aujourd'hui, donc c'est une partie du projet. Donc, elle s'intitule « Le rôle du territoire et des institutions universitaires dans l'intégration et la rétention des professeurs étrangers en région ». Alors, donc, cette étude a été effectuée dans le contexte où les petites collectivités du Québec font face à de nombreux défis qui sont liés à des tendances sociodémographiques défavorables. On peut citer le vieillissement de la population, le manque de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi dans une volonté de remédier à la sous-représentation des minorités au sein des institutions universitaires, encouragées par les 3 conseils de recherche du Canada. Donc, face à ces réalités, on peut comprendre aussi donc ces besoins d'attirer, d'intégrer et de retenir des nouvelles populations dans les territoires régionaux. Alors, qu'est-ce que nous entendons par intégration et rétention? Alors, nous entendons par intégration le processus
qui résulte d'un temps de socialisation par lequel l'immigrant intègre des normes et des valeurs qui régissent le territoire dans lequel il s'établit. Cette implication semble fonctionner grâce à un cadre de vie qui répond favorablement aux besoins et aux attentes en termes de conditions de vie et de travail des personnes immigrantes. Alors, leur rétention ici peut être comprise comme l'installation pour une longue durée au sein d'un territoire. Alors, il faut comprendre aussi que dans leur processus d'intégration et de rétention, les personnes immigrantes sont confrontées à de nombreux problèmes. Alors, parmi ces problèmes, on peut citer les problèmes d'adaptation professionnelle et sociaux. Il y a également la méconnaissance de l'environnement pédagogique et de la recherche, la méconnaissance également des codes culturels de la société d'accueil. Il y a aussi la barrière de la langue. À cela s'ajoute également la rareté des services, la faiblesse des réseaux, mais aussi le manque de soutien et de services au sein des régions du fait de la faible représentation du nombre des immigrants. Alors se pose la question de savoir, est-ce que les politiques et les services institutionnels mis en place ont tendance à favoriser la rétention et l'intégration des chercheurs étrangers? Est-ce que la spécificité du territoire a une influence sur la décision de rester ou de partir? En partant de là, donc, nous avons avancé quelques pistes en ce qui concerne la rétention. Donc, nous pensons que, puisque les professeurs étrangers se sentent concernés par les politiques territoriales et institutionnelles, contribuant à l'intégration et la rétention, ils ont tendance à rester. Mais moins les professeurs étrangers sont socialisés et intégrés, donc cela conduit à une tendance à vouloir partir, donc une absence de rétention. Alors, pour vérifier ces pistes, nous avons opté pour une méthode qualitative, donc une approche inductive basée sur les expériences des professeurs étrangers. Nous avons aussi effectué 28 entretiens semi-dirigés auprès d'hommes et de femmes professeurs qui sont établis dans les territoires du Bas-Saint-Laurent, de Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue depuis au maximum 10 ans. Nous avons aussi pris en considération les considérations éthiques, à savoir la protection et la confidentialité des données. Il faut savoir aussi que cette étude a été effectuée en cette période de crise sanitaire, donc ce qui fait qu'il y a certaines limites, dont la qualité de l'échange vidéo qui n'est pas comparable à celle de l'entretien en face à face. Alors, nous pensons aux résultats. Nous pensons qu'il y a différents facteurs qui interviennent dans le processus d'intégration et de rétention des professeurs étrangers en région. Et parmi ces facteurs, il y a ce qu'on appelle les facteurs facilitateurs. Comme les personnes ressources nous ont cité un environnement institutionnel et territorial favorable, donc qui fait partie des facilitateurs à la rétention et à l'intégration et à la rétention des professeurs étrangers. Les propos donc de cette femme professeure de 32 ans en témoignent. Elle nous dit, moi par exemple, j'ai un travail qui est relativement décent ici à l'université avec des perspectives d'avenir et de carrière. Donc c'est sûr que ça, c'est un aspect fondamental. Si je n'avais pas ça, je ne resterais probablement pas. Même si la région a beaucoup d'atouts par ailleurs, mais par contre, ce que je dis d'ailleurs souvent, c'est que même si on m'offrait un poste similaire ailleurs, dans une grande ville, comme à Montréal ou à Québec, à l'Université Laval, à l'UQAM ou HEC, McGill ou à Concordia, moi je sais que je pourrais postuler dans ces universités-là, j'ai le profil, mais ça ne m'intéresserait pas. Je préfère rester ici parce qu'ici, au moins, il y a la qualité de vie. En plus, vous voyez, il y a la sécurité du travail. Donc, cela montre que la rétention aussi est un processus aussi qui résulte de l'environnement institutionnel et territorial favorable. Donc, je pense qu'on a un petit problème de connexion ou un sort qui a été jeté, stupéfaction, stupéfixe, c'est ça? Les amateurs d'Harry Potter, vous pouvez me reprendre. Oui, bon, ben écoutez, on peut peut-être attendre quelques secondes, voir si la chose se règle. Mais Mélanie, est-ce que tu penses qu'on peut prendre des questions sur les deux autres présentations en attendant? Oui, certainement. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions par rapport à, tout à l'heure, nous avons lu les présentations de Cécile et de Laurence. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Moi, j'en avais gardé une dans ma poche pour Cécile.
Puis en fait, je répondis un peu sur la question de Laurie initialement qui te parlait, parce que moi aussi, ça m'a un petit peu quand même titillé ta façon de formuler l'étude sur les femmes et non une étude des femmes ou avec les femmes. Mais est-ce que tu as présenté en fait tes résultats à ces femmes d'une certaine façon à travers certains écrits? Puis si oui, quelle a été la réaction? Je n'ai pas encore présenté les résultats. Je voulais le faire une fois que j'aurai déposé ma thèse, de faire ça, de faire un document. Évidemment, je ne peux pas retourner en Bolivie. J'ai les coordonnées de, pas toutes, mais presque, parce qu'il y en a qui n'ont pas de possibilité de les rejoindre par Internet, là, mais c'est ça. Fait que je voulais faire un document en espagnol approprié là, pour elle, mais je n'ai pas encore fait ça. Merci. Je vois que Jean-Marc Fonta qui avait une question. Oui, j'aimerais savoir pour Cécile, ça fait plusieurs fois qu'on voit la présentation, donc effectivement sur le buen vivir, puis au fur et à mesure que ta thèse évolue, la situation pour les femmes n'est pas plus, on pourrait dire, améliorée là, par rapport au buen vivir. Est-ce qu'il y a je sais pas moi, une nouvelle version ou un nouveau mouvement ou une nouvelle mécanique autour du buen vivir qui prendrait en compte justement le fait que les femmes sont moins bien considérées ou moins bien gagnantes, si on veut, de cette grande innovation? À ma connaissance, non. Faut dire que pendant un an, la Bolivie a vécu une crise politique et économique et en tout cas une grave crise avec le gouvernement, la fraude, s'il y en a eu une, on n'est plus sûr, l'insurrection, le gouvernement de Janine Agnès. Alors, c'est sûr que les préoccupations étaient autres que de s'occuper des femmes, là, je dirais ça comme ça. Puis ben, maintenant, il y a un nouveau gouvernement qui se met en place. C'est ça, avec des hauts et des bas aussi. Fait que, à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'autres choses là-dessus. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas en train d'essayer d'améliorer leur sort. Je sais que c'est une société où encore dernièrement, j'ai lu un article, il y a beaucoup de violences envers les femmes, beaucoup de féminicides. En 2020, il y a 113 femmes qui sont mortes d'un féminicide. Si on compare avec le Québec, là, avec au prorata de la population, c'est 10 fois plus qu'au Québec. Alors, c'est sûr il y a énormément de problèmes par rapport à ça. La situation économique, elle est épouvantable pour le moment. Alors, fait que ils sont pas dans cette réalité-là présentement. Mais je peux pas dire plus que ça. Merci. J'avais Louis-Philippe Blanchette puis Marco Alberio. Donc, merci beaucoup. C'est super intéressant depuis ce matin, tout ce que j'entends. Les deux, vous avez décidé de faire des terrains qui sont loin d'ici. J'aimerais en apprendre sur les raisons, donc pourquoi aller là, et aussi, qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme différence d'impact? Donc, quand on fait un projet ici, là, c'est vraiment facile de transmettre les résultats puis de continuer à s'impliquer, mais quand on le fait plus loin, il y a quand même un défi là, par rapport aux impacts que l'étude peut avoir. Et je peux commencer? Bien, moi, j'ai choisi Bocas del Toro parce que j'ai un attachement particulier. J'ai habité là-bas pendant 2 ans. J'ai travaillé en tant que gestionnaire d'un petit écologe autosuffisant en termes d'énergie solaire, d'eau de pluie et tout. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec l'archipel. J'y ai d'ailleurs trouvé mon mari avec qui j'attends un enfant en ce moment. Donc j'ai vraiment un attachement particulier avec cet endroit-là. C'est sûr qu'au niveau de mes résultats par la suite, comment je pense les communiquer, bien, j'ai fait quelques entrevues en français, en anglais, puis en espagnol. Je suis aussi assez proche du rédacteur en chef du journal local de Bocas Breeze. Donc, ça, je risque d'écrire quelques articles ou du moins présenter quelques résultats dans ce journal local-là aussi.
Heureusement, il est revenu. Oui, c'est ça. Ben, il est revenu, mais il est reparti. Ouais, oui, moi, je vais répondre oui, rapidement. rapidement, Cécile, Oui, s'il j'ai te un plaît. attachement aussi très particulier à la Bolivie. Il y a 31 ans, j'ai adopté une enfant là-bas. Alors, j'ai une fille bolivienne. J'ai beaucoup d'amis depuis longtemps. Alors, c'est un attachement aussi très personnel. Ben, écoutez, Marco, je suis certaine que ta question est fort intéressante, mais j'aimerais entendre la fin, en fait, de cette histoire de prof en région. Donc, si ça ne te dérange pas, on prendra ta question après et on va laisser Mamé finir. Donc, rebonjour. Mamé, on va prendre ta voix. Alors, désolé, je n'ai pas vu que la connexion avait coupé. Je suis vraiment désolé. Donc, je peux reprendre ma communication. Alors, je suis vraiment désolé. Alors, je reprends. Je me présente, je m'appelle Mam Salambay, je suis postdoctorant à l'Université du Québec à Rimouski et je travaille actuellement… Ne refais pas tout à nouveau parce qu'on t'a entendu… On t'a entendu jusqu'à après la citation, en fait. Tu nous as présenté la citation, puis on était rendu là. Jusqu'ici? Oui, oui, il me semble que c'est la dernière diapo, là. Celle-là, on l'a entendu, oui. Ouais, parce qu'il y avait des gens qui questionnaient le fait qu'il y avait un professeur, une professeure trop jeune de 32 ans. Et un poste décent, relativement décent. Ouais, on était rendu à la suivante, je crois. Et sur ça, sur le dessin, Diane, c'est des perceptions, c'est les expériences c'est ça. de chacun. Non, mais c'était une question, mais peut-être c'est mieux, on avait vu ça. Peut-être passer à la suivante. On était rendu à la suivante, je crois. C'est ça, je pense que passe à la suivante, puis après, on posera toutes nos questions. Merci. Voilà. Alors, donc, je disais qu'il y a des facteurs qui interviennent dans le processus d'intégration et de rétention des professeurs étrangers en région. Et parmi ces facteurs, on peut citer un environnement institutionnel et territorial favorable. Donc, les propos de cet homme professeur recruté depuis 9 ans en témoignent. Il nous dit, moi là, je me sens très bien ici. À la fois pour le groupe de travail, il y a une très bonne ambiance. J'ai des collègues avec lesquels je m'entends très bien. On collabore tous ensemble sur différents projets. Et donc, à ce niveau-là, je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai donc pas envie de voir ailleurs. Et puis, la région me plaît bien aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les grandes villes. Donc, je trouve que la taille de Rimouski est suffisamment suffisante. On a tout ce qu'il faut sur place. Et puis, la nature est vraiment très proche. Et puis, j'adore courir dans la nature, aller dans le parc du Bic, dans le parc de Gaspésie. Donc, c'est ça. Donc, cela montre que le lien émotionnel que les professeurs étrangers développent avec leur environnement professionnel et social favorise ce que Rosa appelle en fait une résonance. Donc, la résonance, en fait, c'est le lien émotionnel que l'individu peut créer avec son monde social. Et donc, ici, ça peut influencer la décision de rester ou de la décision de rester. Donc, à côté de ces éléments facilitateurs à l'intégration et la rétention des professeurs étrangers, il y a des obstacles. Et parmi les obstacles, on peut citer la méconnaissance de l'environnement universitaire du territoire d'accueil. Alors, je cite cet homme professeur qui est recruté depuis 9 ans qui nous dit je pense que c'est le fait qu'ils connaissent bien l'environnement de recherche du pays, chose que j'ai eu du mal à intégrer aussi parce que les pratiques sont un petit peu différentes. La façon de demander des subventions, bon, des acteurs bien sûr sont différents, les organismes sont différents, ça c'est normal, mais même les pratiques ou par exemple les termes de charte de recherche qui est très commun ici, moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Il y a tellement de nouveaux trucs à demander, au bout d'un moment en fait, on s'auto-censure. Au début, je me souviens, j'avais tellement de questionnements, je m'auto-censurais pour ne pas donner l'impression que je ne connaissais rien parce que je ne comprenais pas. Il y avait des termes ou des expressions ou des acteurs ou des façons de faire que je ne comprenais pas. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai demandées à mes collègues et je sais que je me censurais parce que j'avais l'impression de rien comprendre. Pas rien comprendre, mais pas comprendre tout à fait comment tout fonctionnait. Donc, je l'ai fait progressivement, ce qui fait qu'il y a des choses peut-être importantes que j'ai compris au bout de 2, 3 ou 4 ans parce qu'il y a une espèce d'autocensure. Donc, ici, on peut voir que l'identité professionnelle d'origine
étant en conflit avec l'identité professionnelle d'accueil. Donc, ce qui peut créer une crainte d'une stigmatisation, pour parler comme Goffman, engendrée par les statuts de personnes étrangères, mais aussi par la méconnaissance de l'environnement universitaire du territoire d'accueil. Donc, la responsabilité de l'institution est engagée dans le sens où elle a le devoir d'apporter une assurance envers les personnes qui sont recrutées. Et les propos de cette femme professeure recrutée depuis 2 ans en témoignent. Elle nous dit « J'ai l'impression qu'en tant que chercheur étrangère, on se met plus de pression pour travailler plus fort, pour chercher plus de subventions, pour avoir plus de publications, en se disant qu'on va rester dans le système versus peut-être des gens qui sont issus du système et qui comprennent mieux le système que nous. Peut-être que des fois, c'est plus difficile d'obtenir les fonds quand on est chercheur étranger versus chercheur québécois. Mais ça, c'est des interprétations personnelles. Donc, cette plus grande implication, cette plus grande dépense d'énergie peut aussi résulter des préjugés qui sont construits à l'égard des personnes étrangères et qui ont le potentiel d'avoir un impact sur leur confiance. Donc, ce qui peut amener le professeur étranger à penser que l'employeur ne va lui faire confiance que s'il a la preuve de ses compétences. Donc, ce type de relation que Hammer appelle la confiance pragmatique, donc c'est une confiance qui est basée sur des preuves et qui se matérialise aussi par une attitude active et critique. Donc, à côté, il y a également le manque de mesures professionnelles et familiales et de commodité environnementale qui a été cité aussi par les personnes ressources. Donc, cette femme recrutée depuis 7 ans nous dit, je cite, « Il n'y a pas d'accompagnement, mais surtout, moi, je pense que le véritable problème quand on vient en région, c'est que les universités ne se soucient pas des conjoints et conjointes. Or, pour moi, c'est un enjeu. Si votre conjoint n'est pas capable de se déplacer, à mon avis, c'est vraiment un problème. Comment on fait pour rester quand on déplace toute la famille et l'autre finalement se trouve à virevolter? Moi, je connais une collègue qui a été obligée d'aller voir le recteur à l'époque pour lui dire, écoutez, mon conjoint est électricien et puis il n'arrive pas à se placer. Il a fallu que le recteur exploite ses propres réseaux dans la région, mais tout le monde ne va pas aller voir le recteur. Donc, cela dit que la rareté des postes, en fait, fait que lorsque les professeurs en trouvent, ils ne prennent pas en considération les conséquences familiales et personnelles. Et les propos aussi de cet homme professeur recruté depuis 1 an en témoignent. Il nous dit, vu comme je suis payé ici et vu mes responsabilités, si je trouve une possibilité de poste, je partirai. Je le ferai pour mes enfants, scolairement, ils ne resteront pas à Chicoutimi. C'est un désert intellectuel. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est ça l'objet de votre étude. De toute façon, ils peuvent attirer, mais il n'y a rien. Donc, cela veut dire que la rétention aussi est un processus qui prend en considération, les commodités environnementales. Alors, en considération de ces expériences, on peut dire qu'il y a un vide formel en ce qui concerne les mesures de rétention mises en place par les institutions territoriales et universitaires. Il y a peu de dispositions formelles claires sur les mesures d'intégration et de rétention. Et la responsabilité des institutions universitaires n'est pas clairement définie. Même si on peut voir à un niveau micro-relationnel, la relation entre employeur et professeur qui est présente, il convient de noter que la mise en place de mesures qu'on pourrait rendre formelles et accessibles est essentielle pour résoudre tout problème d'isolement et d'auto-exclusion qui pourrait subvenir, mais aussi pour éviter une remise en cause d'un accès équitable à la permanence. Donc, la responsabilité des institutions universitaires et territoriales est engagée. Ils ont le rôle de participer non seulement au capital d'attraction, mais aussi de rétention des personnes immigrantes qualifiées au sein des régions. Ils ont également le rôle de soutenir les couples dans leur intégration locale et pour maintenir les relations familiales en mettant en place des programmes pour les conjointes et conjoints pour favoriser la rétention. Ils ont également le rôle de réadapter les méthodes d'évaluation en fonction de la situation des professeurs étrangers, mais aussi de mettre en place des projets de revitalisation du territoire et de développement des infrastructures de transport. Donc, en conclusion, on peut dire que la mise en œuvre de politiques formelles et efficaces faciliterait le processus d'intégration sociale ainsi que les conditions de vie et de rétention des chercheurs étrangers dans les territoires et universités régionales du Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue.
Je vous remercie pour votre attention. Donc, je pense que ça peut... Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on prenne des questions de précision pour Mamé. Moi j'en ai pas mal. Mais, Marco, est-ce que c'était une question de précision? Non, Okay. je poserai mes questions après. OK. Diane Gabriel. Je ne sais pas, on est limité à des précisions, c'est ça? Il me semblait qu'on allait un peu large, mais sinon, oui, vas-y, parce qu'on a déjà eu un peu la discussion déjà avec Laurence et Cécile, là, donc ce serait le fun d'avoir un tour de questions quand même sur cette présentation, puisqu'on n'en a pas discuté. Oui, mais moi, ce n'était pas une précision, c'était plus... Vas-y. Plus large. OK. En tout cas, j'ai trouvé très intéressante ta présentation, à la fois l'intro et puis les pistes que tu amenais à la fin aussi. Je ne sais pas exactement où tu en es dans ton travail, mais j'avais 2 ou 3 petits éléments qui peut-être me sembleraient intéressants en termes de discussion, justement. Le premier point, c'est les professeurs par rapport à d'autres catégories d'immigrants en région. Comparer les facteurs d'attraction-rétention, je pense qu'il y a des travaux sur... En tout cas, je crois que c'est très original de travailler sur les professeurs. À ma connaissance, il n'y a pas autre chose, mais peut-être que je ne suis pas au courant non plus. Par contre, il y a des choses sur l'attraction et la rétention d'autres groupes en région et j'ai l'impression qu'il risque d'avoir des choses qui se recoupent. Donc, je pense que ce serait intéressant. Peut-être que tu peux commenter là-dessus. Et l'autre, les professeurs en région... étrangers versus québécois. Je pense qu'il y a aussi la difficulté à retenir les professeurs québécois en région. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des différences ici? J'ai l'impression que les universités utilisent, il y a des facteurs d'attraction-rétention classiques là, en gestion de ressources humaines, mais pour les professeurs, c'est un peu particulier. C'est des fonds de recherche, c'est des chaires de recherche, c'est des choses comme ça. Donc, en quoi est-ce que les étrangers se distinguent des professeurs québécois sur ce plan-là? Je pense que c'est des choses très intéressantes. Et dans ta conclusion, aussi de facteurs, qualité de vie au travail, conciliation emploi-famille, aménagement d'horaires flexibles, ça, je pense qu'on retrouve ça justement pour d'autres catégories à la fois de personnes professionnelles, par exemple, en région, ou d'autres personnes, n'importe quel poste. En tout cas, je trouve que ça, c'est des choses à regarder. Le conjoint est peut-être l'élément peut-être déterminant. Le fait de pouvoir trouver un emploi ou pas en région, je pense, joue probablement un rôle important. Et à la fin, par contre, j'aurais une petite question sur la question de la méthode d'évaluation. Les évaluations des professeurs dans toutes les universités font toujours l'objet de grands débats et grandes discussions. Je ne suis pas certaine qu'on pourrait l'appliquer, qu'on pourrait modifier l'évaluation spécifiquement pour le groupe des professeurs étrangers par rapport à d'autres. Mais peut-être qu'il y a des façons, effectivement, d'intégrer des éléments. Puis il y avait un dernier petit élément que je trouvais intéressant, à la fois parce que tu avais un certain nombre de femmes et d'hommes. Donc, sur les femmes, l'intersectionnalité, la citation d'une des femmes, je me disais, bon, est-ce que c'est en raison du fait qu'elle est étrangère ou qu'elle est femme? Parce qu'on sait que les femmes sont très minoritaires comme professeurs dans les universités et selon les disciplines, peut-être encore plus minoritaires si elles sont en sciences. Donc, des éléments de réflexion là, sur ta présentation que je trouvais vraiment très intéressante et un beau sujet de thèse, certainement. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Diane Gabriel. Alors, donc là, du coup, il y a beaucoup de questions. Bon, je vais essayer de répondre. Et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, vous pouvez m'interpeller là-dessus. Alors, je vais partir de la distinction d'abord entre les professeurs étrangers et les professeurs québécois. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Alors, on peut partir d'abord du statut d'immigré qui engendre donc la méconnaissance des codes culturels du pays d'accueil et qui, on l'a vu aussi, qui provoque en fait d'abord a des conséquences sur l'intégration de ces professeurs étrangers dans le sens où ils ne connaissent pas en fait le milieu universitaire de la recherche et le milieu pédagogique. Et donc ça, on l'a vu aussi, ça pose des problèmes en fait dans leur processus d'intégration. Et aussi la publication, ils ne connaissent pas également la manière, ils ne connaissent pas également la méconnaissance donc du milieu universitaire fait que les publications, ils ne savent pas aussi comment
comment faire une publication ici? Comment publier comme les chercheurs québécois? Et donc, il y a autant de problèmes donc, qui sont provoqués aussi par le fait qu'on soit, par le fait qu'on ait les statuts de chercheurs, d'étrangers, donc de part d'abord la question de l'identité, mais aussi de l'éloignement aussi géographique aussi. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais donc il y a toutes ces difficultés qui font que donc, les professeurs étrangers se distinguent aussi des professeurs québécois. Alors, écoute, c'était vraiment des questions ouvertes, donc c'est très bien. Par contre, sur l'éloignement, etc., tu vois, je pense qu'effectivement, des professeurs, en tout cas, beaucoup de gens le diraient, là, des professeurs montréalais ou torontois en région peuvent sentir aussi ces sentiments d'isolement. En tout cas, moi, c'était une invitation à regarder peut-être ces comparaisons-là et aussi avec d'autres professions, parce que je trouve que c'est un beau sujet, mais d'autant plus intéressant qu'on compare avec d'autres groupes. Donc, merci. J'ai vu directement du désert intellectuel chicoutimien, Pierre-André Tremblay, donc qui avait une question. Ma question va être très brève. C'est à propos du désert, évidemment. Je reçois plein de messages en chat. Avez-vous tenu compte de la durée de l'établissement? La personne qui dénonce le désert ne peut pas ne pas remarquer que la personne est là depuis 1 an. Ben, c'est le choc inévitable. Quiconque a changé de localisation sait qu'au début, c'est dur. Des fois, ça reste dur. Généralement, quand ça fait 10 ans qu'on est dans la place, on a découvert des choses qu'on ne voyait pas en arrivant. Avez-vous tenu compte dans vos analyses de cette durée de l'immigration? Alors, je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? OK. 1, 2, 1, 2, testing, ça marche là? Ton son est bon, Pierre-André, là. Je pense que ça doit être de l'autre côté qu'il y a un problème. Avez-vous tenu compte de la durée de l'établissement? Oui, dans l'interprétation. Oui. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, depuis moins longtemps, etc. Tout à fait, en fait. Donc, on a tenu compte de tout ça, en fait. Donc, des personnes qui sont là depuis... Donc, en fait, on s'est focalisé sur les professeurs qui sont en place, qui sont établis dans ces universités régionales depuis au maximum 10 ans, en fait. Donc, on a tenu compte de tout ça, en fait. Oui, mais Pierre-André voulait dire dans l'analyse, parce que bon, l'analyse est encore en cours, Pierre-André. Donc, dans l'analyse, Pierre-André te demandait si tu as considéré vraiment, si tu as vu de différence entre ceux qui sont arrivés depuis 1 an et d'autres qui sont arrivés depuis 10 ans. Peut-être c'est un truc que tu n'as pas encore fait, à ma connaissance, mais qu'il faudra faire parce que ça pourrait être un élément intéressant. C'est vrai que dans la sélection, on a fait ça, mais dans l'analyse, lui, il te posait la question si dans l'analyse, tu l'as fait de manière précise. Moi, j'avais travaillé sur ces questions. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un problème de connexion, en fait. Je vois absolument. J'ai mon écran qui est complètement... La prochaine fois, tu iras au bureau pour faire ces choses. Je suis vraiment désolé. Okay. Les travaux d'une collègue à Sherbrooke avaient montré, avec laquelle j'avais travaillé il y a une dizaine d'années sur ces questions d'immigration en région, montraient que, comme pour l'immigration internationale, c'est bien connu, la période d'immigration influence énormément la réaction des personnes. Je pense que c'est là un facteur qu'il faudrait regarder. Je n'ai pas envie de défendre le désert, là. Mais c'est une variable évidente dans tous les travaux sur l'immigration et les déplacements, là. Oui, puis je crois qu'il y a une collègue à Rimouski, là, Nadia Dodler, qui a aussi travaillé sur les immigrants en région et que tu pourrais peut-être regarder. Mamie, elle a travaillé spécifiquement du coup sur Rimouski. Donc, ça serait surtout intéressant pour toi pour avoir des points de comparaison. Tout à fait. Puis je dirais même par rapport tout simplement à parfois des nouveaux profs, je veux dire, je me rappelle juste ma première assemblée départementale, là, moi non plus je ne comprenais pas grand-chose à tous les termes qui étaient utilisés, donc je ne sais pas jusqu'à quel point des fois l'immigration va tout expliquer
l'incompréhension de certaines choses. J'ai vu Cécile, mais là, puis là, il y a Ron Lewis qui nous fait bye-bye. Il y a Non, Marco pas qui est bye-bye. toujours la main levée. Écoutez, c'est parce qu'on a déjà une dizaine de minutes de retard sur l'horaire. Donc, je pense que je laisserai Léla nous dire qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Si on prend 2-3 autres minutes, on peut taper dans notre temps de dîner pour aller un peu plus loin, mais disons 2-3 minutes, on finit la séance. Écoutez, on prend une dernière question si ça vous va, puis après on arrête. Est-ce que ça convient? Ouais. Là, j'avais Cécile tout à l'heure ou Marco. Je vous laisse faire un roche-papier-ciseaux pour... Pas grave, Cécile peut aller. OK. D'abord, merci, Salah, pour cette présentation. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'aurais une question sur la famille. Est-ce que la conception de la famille, par exemple, de professeurs qui viendraient, disons, d'Afrique ou d'Amérique du Sud, qui est très différente de ce qui se passe ici, est-ce que ça joue un rôle dans le fait que les gens s'attendent à ce que l'université s'intéresse aussi à leur famille, alors qu'on ne le fait pas nécessairement ici? Parce que je sais que ce serait comme ça en Bolivie, alors, mais je ne sais pas comment. Est-ce que c'est un rôle important, en fait? Il ne semble pas être là, mais c'est Il n'est pas là. Hein, il n'est pas là. Parce que, en tout cas, Marco pourra lui transmettre. C'est vrai que c'est une question très intéressante parce que même entre le monde anglophone et certaines régions canadiennes et le Québec ou autres, et les États-Unis, dans certaines universités américaines, parfois, ils essaient d'intégrer les conjoints-conjointes. Et je me souviens que nous, on a même eu à un moment donné une question de quelqu'un qui nous posait cette question. Est-ce que vous pouvez intégrer ma conjointe? Dans ce cas-là, c'était. Et nous, on n'a pas cette pratique. C'est vraiment, on embauche un professeur et puis il peut parfois y avoir un peu d'aide, j'imagine, comme on a vu, là, je pense, dans une de ces citations, pour aider un qui a utilisé ses réseaux personnels pour le conjoint électricien. Mais c'est vrai que nous, on considère que ça, c'est une question de vie privée en général. Mais en tout cas, ça pose plein de questions intéressantes. En fait, la question familiale ressort beaucoup. Aussi, la question, quand on arrive dans un nouveau milieu de travail, mais aussi environnement, les relations familiales et de couple peuvent changer. Donc, il y a aussi des conflits qui arrivent. Il y a beaucoup de divorces, en fait. Parmi les professeurs qu'on a rencontrés, je pense que sur 28, il y en avait, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 qui avaient divorcé après l'arrivée. Donc, et c'est vraiment la question. Enfin, et évidemment, ça peut varier selon les nationalités, selon les cultures. Après, il y a, sans jouer le culturalisme, là, mais il y a aussi des facteurs religieux. À Rimouski, par exemple, on a une grosse faculté d'ingénierie et les ingénieurs sont souvent, les professeurs viennent d'autres pays, du Maghreb, etc. Donc, c'est sûr que l'élément culturel lié à la famille peut, et aussi, je dirais l'élevage, mais je n'ai pas le terme en français, élever des enfants. L'éducation, on appelle l'éducation, les élevages du bétail. Mais, ça me fâche parce que je lui avais dit d'aller au bureau pour faire la présentation, mais bon, la prochaine fois. Je veux remercier nos 3 présentateurs, 2 présentatrices et 1 présentateur. C'était extrêmement intéressant. Je pense qu'on aurait pu discuter encore très longuement. On aura peut-être l'occasion de ramener ça un peu tout ensemble à la fin de la journée. Mais pour le moment, je vous propose qu'on prenne une petite pause puis qu'on revienne peut-être dans un petit 7 minutes, disons, à E5. Est-ce que ça convient, Léla? Je te laisse reprendre ton rôle d'animatrice. Oui, parfait. On prend une petite pause. On revient à 11h05 pour commencer la deuxième séance.